Bonjour à tous, je suis Juliette Salabert, je dirige le département langue française de France Éducation Internationale et j'ai le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir deux directeurs généraux de deux grandes maisons mères et amies. Monsieur Pierre-François Mourier, vous êtes le DG de France Éducation Internationale, opérateur à l'international du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et Monsieur Errol Hock, vous êtes quant à vous le DG de l'Institut français, opérateur de l'action culturelle extérieure de la France, sous la tutelle des ministères de l'Europe, des Affaires étrangères et de la culture. Alors vous êtes réunis aujourd'hui pour inaugurer ensemble le premier Belk numérique été de France Éducation Internationale, conçu entièrement en ligne pour assurer à distance la formation professionnelle continue des acteurs des métiers du français dans le monde, qui travaillent, comme vous le savez, pour la plupart à l'étranger et qui ne pourront malheureusement cet été encore venir se former en France. Alors, la première question que j'aimerais vous poser est la suivante. J'aimerais revenir avec vous sur les fruits de l'expérience que vous avez pu tirer à maintenant plus d'1 an d'exercice de télétravail contraint et collectif. Est-ce que vous accepteriez de partager avec nos auditeurs ce qui a été pour vous les défis les plus importants et les réussites dont vous êtes les plus fiers? Peut-être Monsieur Errol Hock, si vous voulez bien commencer. Merci beaucoup. Alors effectivement, après maintenant plus d'1 an de crise, jeter un œil en arrière apparaît comme un petit peu vertigineux parfois. On a, je pense notamment à la diversité de ce qui a été mis en place, les cours à distance, des débats et des conférences en ligne, des webinaires, des rendez-vous professionnels dématérialisés, des films, des livres, des musiques à télécharger, de la production et la mise à disposition de contenus culturels et numériques. Voilà, je crois que l'Institut français et le réseau culturel ont vraiment essayé de tout mettre en œuvre pour assurer une vraie continuité pédagogique et puis vraiment le maintien aussi des échanges culturels internationaux et se saisir aussi bien sûr du numérique pour toucher de nouveaux publics, c'était également l'occasion, et multiplier l'accès aux ressources culturelles. Donc ce dont on peut se féliciter, je crois, rétrospectivement, c'est vraiment d'avoir réussi à se mobiliser collectivement et sans délai face à une situation assez inédite et qui a contraint la plupart des établissements du réseau à fermer leurs portes au public, soit temporairement, soit de manière assez longue. Alors l'Institut français avait initié depuis un certain nombre d'années sa transformation digitale et ça nous a permis d'assurer une poursuite de nos missions en restant, je dirais, opérationnels dès les premiers jours du confinement et en mettant à disposition très largement l'ensemble des plateformes et des dispositifs numériques que nous avions construits. Alors, sans me lancer dans un inventaire un peu exhaustif, d'ailleurs je ne serais pas forcément à l'aise pour le faire en détail, tellement la mobilisation a été large et féconde, je trouve. Je peux quand même citer quelques actions phares, emblématiques, qui ont été entreprises pour justement assurer cette continuité des activités d'enseignement et d'apprentissage du français. D'une part, le déploiement rapide et ouvert à tous nos partenaires et à tous les publics de la médiathèque numérique Culture Tech et du réseau social IF-Prof. D'autre part aussi l'accompagnement des équipes du réseau culturel pour faciliter l'animation de ces dispositifs numériques et aussi bien sûr la conduite des classes virtuelles. Un autre point qui me paraît important, c'est également le déploiement des webinaires et dès le premier jour du confinement, afin de faciliter la construction d'une réponse vraiment collective de la communauté éducative et enseignante. Et ce sont en tout presque 80 heures de webinaires qui ont été assurées sur ces enjeux d'enseignement, apprentissage du français, avec près de 10 000 participants en direct. Des dizaines de collègues, qui soient enseignants, directeurs d'établissement, coordinateurs pédagogiques ou attachés linguistiques, ont contribué à la mise en place, je crois, d'une vraie action collaborative pour trouver au plus vite les moyens de maintenir cette activité d'enseignement du français partout dans le monde. Et puis, dernier exemple qui me vient à l'esprit, la production d'outils de communication dont la campagne digitale Plus loin, qui a touché des centaines de milliers de jeunes sur les réseaux sociaux du monde entier. Donc je crois que le défi d'adaptation de notre action à ces nouveaux usages est certainement loin d'être derrière nous. Et pour autant, maintenant, il s'agit vraiment de pérenniser toutes les forces qui ont été mobilisées pendant cette année un peu éprouvante. Alors, il y a des domaines, des dynamiques qui se maintiennent assez naturellement. On a eu 15 webinaires qui ont déjà été organisés au cours de cette année 2021 sur les enjeux de l'enseignement et de l'apprentissage du français. On a, par exemple, plus de 1100 personnes qui sont inscrites au webinaire IF-Prof que l'on vient de consacrer à la chanson en classe de FLE à l'occasion de la fête de la musique. C'est un exemple vraiment très récent. Mais nous avons aussi, je crois plus globalement, un vrai enjeu essentiel d'inscription de nouvelles modalités de notre action dans le long terme et dans le temps long.
Alors, de nouveaux publics ont pu être touchés grâce à ces offres à distance. On a révolutionné un peu en tout cas bien bouleversé nos méthodes de travail, et de nouvelles modalités de collaboration ont été développées au sein du réseau culturel. Et je crois que toutes ont été marquées par une vraie générosité d'esprit et un esprit vraiment de partage, d'entraide collective. Ça, c'était vraiment très, très important. Et je crois que les acteurs du français qui ont été très durement éprouvés, bien sûr, ont su trouver des alternatives et inventer voilà, de nouvelles possibilités face aux offres classiques. Alors avec le retour à la normale, hein, qu'on attend tous bien entendu, comment est-ce qu'on va savoir capitaliser sur ces innovations et maintenir cette dynamique-là? Je crois que c'est vraiment l'enjeu et la question qui maintenant est devant nous. Et écoutez, cher Errol, ce que vous venez de nous exposer en quelques minutes fait complètement écho à ce qu'on a vécu également ici, à France Éducation Internationale. Il y a un an, presque jour pour jour, dans cette espèce d'urgence de la crise sanitaire qui avait littéralement suspendu la marche du monde, arrêté toutes les mobilités, nous avions proposé une alternative certes modeste, mais puissante, à distance, à notre université belge d'été qui devait, comme chaque année, se tenir à Nantes. On a donc créé un campus numérique gratuit et ouvert à tous. À vrai dire, pour être tout à fait honnête, nous l'avions créé à partir d'une véritable feuille blanche et en un temps record, en moins de 2 mois, dans un souci à la fois de poursuite du service public et puis de solidarité maximale avec les acteurs durement touchés du monde du français, comme vous venez de le dire. Et à notre surprise, ce premier campus numérique ouvert à tous a rassemblé plus de 25 000 participants connectés littéralement des 4 coins du monde, et ce pendant tout l'été 2020. Bon, pour être tout à fait franc, on ne s'attendait pas vraiment à une telle fréquentation, mais c'était une très heureuse surprise. En réalité, nous ne nous doutions pas alors que nous nous trouvions en réalité non pas à la fin d'un processus, mais vraiment à l'orée d'un nouveau chemin, à un carrefour très important pour nos activités. Et ce chemin parcouru ensemble depuis un an maintenant est absolument considérable. Alors je ne veux pas donner dans l'hyperbole facile, mais pourtant jamais, je crois, depuis quasiment l'invention de l'imprimerie par Gutenberg, jamais une mutation des outils de communication ne s'est opérée avec une telle vitesse. Jamais nos méthodes de travail n'ont été non plus autant et collectivement bousculées. Et corollairement, la pandémie, c'est un truisme de le dire aujourd'hui, la pandémie a agi aussi comme un vrai accélérateur de créativité. Car depuis cette expérience pour nous un peu fondatrice, le campus numérique, qui était en fait une réponse, je l'ai dit, dans l'urgence et un peu par défaut, nous n'avons eu de cesse, comme vous, à l'Institut français, de tenter de perfectionner le modèle et d'inventer de nouvelles approches. On a d'abord travaillé à inventer une offre, le Belk numérique, que nous avons proposé pour sa première édition en hiver, en février 2021. Cette fois-ci, on a navigué un peu moins à vue, pour prendre une métaphore maritime, car on a pu capitaliser tout de même sur les retours d'expérience de l'été. Ces retours, je crois que c'est intéressant pour ceux qui nous regardent, ont été de plusieurs ordres. En termes d'abord de nouveaux besoins chez les participants. Le développement de l'offre en ligne, ça n'est plus dorénavant, je crois, une option, un plus, c'est devenu un incontournable. Et ça suppose de savoir conduire une stratégie numérique, de former les enseignants à la conception de ressources pédagogiques en ligne, etc. etc. En termes ensuite de rythme choisi, entre notamment la synchronie, en 2 mots, et l'asynchronie, l'apostrophe, de choix d'encadrement entre le tutorat ou l'autonomie. Puis enfin, en nous fondant sur la cartographie des connectivités de chacune et de chacun, qui sont plus ou moins bonnes, et parfois très mauvaises, que nous avions pu établir pendant l'été, ça a induit pour nous la mise en place de prérequis techniques et la création de parcours hors connexion pour ceux qui ont les connexions les moins fiables. Pour être là encore tout à fait franc, nous ne savions pas si et comment le réseau allait répondre, ce qui allait fonctionner et ce qui allait ne pas fonctionner. Mais là encore, le public a répondu présent ce mois de février à ce nouveau rendez-vous, nous permettant d'affiner davantage nos perceptions et au fond d'infléchir les formules proposées. Et parallèlement, nous avons adapté nos réponses dans un dialogue que je crois l'on peut définir comme quasi permanent avec les postes diplomatiques qui s'étaient engagés auprès de nous dans des fonds de solidarité prioritaires innovants, les FSPI. Nous avons ajusté presque au jour le jour, en fait au rythme des confinements, reconfinements, déconfinements successifs, nous avons ajusté nos modalités d'action, inventant souvent
avec les attachés des ambassades, qui sont d'une créativité au moins égale à mes équipes, des solutions alternatives pour faire aboutir malgré tout les projets de FSPI arrivant à échéance. D'autres actions nous ont permis d'expérimenter de toutes nouvelles modalités d'intervention. Au Mexique, par exemple, où nous avons mené une formation à distance destinée au réseau des alliances françaises, que nous avons déclinée en séance plénière, en visioconférence, suivie de sessions de travail virtuelles en groupe restreint, et puis de travail collaboratif en autonomie. Tout ça, c'est un... Alors, il ne faut pas que j'utilise de l'anglais, donc je vais le dire en français. C'est un travail en progrès, vous voyez ce que je veux dire. Mais au fond, c'est peut-être le cas de notre tout premier BELC régional au Kenya, soutenu précisément par vous, cher Errol, par l'Institut français, qui est le plus représentatif. Prévu en présence en 2020, il avait été reporté une première fois sur 2021. Il devait rassembler 87 participants à Nairobi, issus de 7 pays d'Afrique de l'Est et australe, mais aussi de l'Afrique anglophone. Puis coup de théâtre, moins d'une semaine avant la formation, les restrictions imposées par la pandémie ont ordonné la refermeture du pays. Et on a donc collectivement décidé, comme ça, sur un coup de dé d'une certaine manière, de maintenir l'opération et de tout passer à 100% en distanciel, à une semaine de l'événement. Ce n'était pas une mince affaire au regard des délais et des conditions techniques des participants qui étaient globalement relativement peu ou mal connectés. Et en quelques jours, les équipes du département de la langue française, chez moi, ont monté quasiment 24 heures sur 24, je le reconnais, un programme hors connexion sur mesure. Et de son côté, là aussi à peu près 24 heures sur 24, le poste s'est démené pour envoyer aux participants sans connexion des clés USB qui permettaient de délivrer des données. Et je peux vous dire qu'on s'est tout de même fait beaucoup de soucis avec vos équipes de l'Institut à Paris, avec celles de Nairobi, avec les miennes, mais tout a bien marché. Ce souci ne s'est pas concrétisé puisque le résultat, là encore, nous a surpris. Non seulement tous les participants, dont un grand nombre, je l'ai dit, étaient dans ce qu'on appelle une sorte d'insécurité numérique, non seulement ils ont pu suivre la formation, mais ils ont en plus atteint un taux d'achèvement des parcours absolument record de 95% de mémoire. Alors pour reprendre une phrase de Claudel, qui est, vous vous en souviendrez, placé en exergue du soulier de satin, et que j'aime bien, au fond, le pire n'est jamais sûr. Et parfois même, et là c'est plus du Claudel, c'est du Maurier, c'est beaucoup moins bien, et parfois même, c'est le meilleur qui arrive. Mais cette expérience, en tout cas c'est certain, fut une véritable réussite collective qui prouve, s'il le fallait, l'extraordinaire capacité de résilience et surtout d'inventivité de ce réseau que nous avons dans le monde entier et qui est absolument unique. Bref, nous avons à FEI expérimenté depuis un an des approches très différentes dans des réponses que nous voulions souples, réactives, adaptées le mieux possible à l'hétérogénéité des contextes. On a fait le compte avec Juliette Salabert tout récemment. On a mis en place au total 9 formats différents de formation à distance, pas rien, avec 50 nuances, non pas de gris, Dieu soit loué, mais de distanciel, du hors connexion complet au comodal, comme nous venons tout juste de le mettre en pratique pour le BELC numérique, le premier BELC numérique régional à Hong Kong. Et franchement, je suis persuadé qu'on n'a pas fini de s'étonner nous-mêmes. En tout cas, c'est ce que je nous souhaite. Oui, tout à fait. Merci, monsieur le directeur général. Ce BELC numérique régional Hong Kong qui se joue en ce moment même en ligne avec les équipes sur place. Je vous remercie pour ces partages et puis vos points de vue tout à fait passionnants. Dans un regard un petit peu plus analytique maintenant, j'aimerais vous demander ce que vous pensez vraiment de cette transformation digitale. Quels sont les changements profonds qu'elle induit en FOM? Est-ce que vous pourriez nous donner votre point de vue, monsieur Errol Hock, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Merci. Écoutez, je crois que l'évolution et la compréhension finalement des attentes nées des nouveaux usages liés à la situation sanitaire voilà, reste encore à affiner. Je crois qu'on n'a pas encore nécessairement tout le recul et il faudra certainement pas mal de temps pour vraiment appréhender les changements profonds qui ont été évoqués et leur impact, ça c'est sûr. Mais en tout cas, ce qu'on sait quand même, c'est que l'année passée a été vraiment riche déjà en enseignement et on est vraiment très attentif aux différents signaux qui nous permettent d'adapter notre action pour servir au mieux l'action éducative et linguistique dans le monde. On a quand même déjà des éléments importants. Alors on a voulu aussi creuser un petit peu plus dans cette direction-là et c'est pourquoi on a lancé
avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, dès l'été dernier, dès l'été 2020, une grande étude auprès du réseau culturel pour justement comprendre précisément les évolutions en cours et surtout les nouveaux besoins qui ont émergé à l'occasion de cette crise. Donc l'objectif, c'est vraiment là de pouvoir disposer dès la rentrée, dès cet automne, d'outils opérationnels, de solutions efficaces pour armer le réseau, l'outiller et l'accompagner dans son ambition numérique. Donc ça, c'est vraiment essentiel pour nous et pour le ministère aussi. Et voilà, les orientations qui seront adoptées vont être présentées mi-juillet, le 16 juillet, sur la plateforme qui est désormais pérenne des ateliers de l'Institut français. Alors, quand on croise les retours des centres de langue, des établissements du réseau culturel, que ce soit les instituts français ou les alliances françaises, mais aussi des systèmes éducatifs partenaires, bien sûr, c'est évidemment important dans cet environnement-là. Alors, on voit de façon très claire que finalement, cette transformation n'est pas seulement une affaire d'outils. Et ce n'est pas juste une transposition numérique des actions que l'on conduisait avant en présentiel. On a identifié, nous, deux grands enseignements. Et le premier de ces enseignements, le premier constat, c'est que finalement, les nouveaux usages font aussi émerger de nouveaux besoins. Alors, évidemment, la crise sanitaire a bouleversé très brusquement, très soudainement, les pratiques pédagogiques. Et puis, on a eu de nouveaux formats qui sont apparus peu à peu et en fonction des protocoles sanitaires. Des cours à distance, tutorés ou non tutorés, hybrides, commodo. Enfin, on a eu vraiment un nombre important de modalités qui étaient très peu développées il y a encore un an et qui se sont maintenant inscrites, je crois, de manière assez durable dans le paysage. Alors, le retour à la normale va devoir se penser en combinant le meilleur des formats à distance et en présentiel. C'est vraiment, je crois, l'enjeu, c'est je dirais, de tirer le meilleur de ces deux mondes-là. Alors, en restreignant les possibilités d'action culturelle et artistique, et aussi surtout en restreignant l'accès des publics à la création, la crise a aussi, et à notre simple échelle, poussé à réinventer la manière de faire vivre les cultures. Ça, c'est extrêmement important, par la mise à disposition de ressources culturelles, des événements culturels en ligne, une offre, par exemple, de cinéma en VOD, et je crois qu'il y a d'autres exemples du même acabit. Tout ça a permis de pallier l'arrêt d'une grande partie de la vie culturelle. Pallier, comment dire, partiellement, mais en tout cas, ça a joué. Et ça a aussi attiré de nouveaux publics et qui n'étaient pas forcément des habitués, je dirais, de nos actions. Et puis, les habitudes qui sont nées pendant la crise vont certainement, en tout cas une partie d'entre elles, perdurer assez naturellement. En conséquence, les compétences qui sont attendues des acteurs de l'éducation, naturellement, évoluent elles aussi. Et je crois que ceux-ci doivent tout à la fois se former et continuer en permanence de réinventer leur activité, ce qui n'est jamais simple dans une période comme celle-là. C'est pourquoi professionnaliser les acteurs sur la maîtrise des outils, mais aussi sur la conception des ressources pédagogiques, accompagner la construction de ce qui serait de vraies stratégies numériques, la réponse aussi aux enjeux de marketing et de communication digitale, qui sont des enjeux à part entière. Et bien, tout ça, je crois que ce sont des priorités très importantes pour nous autres opérateurs comme l'Institut français. Alors, pour garantir la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage du français partout dans le monde, on mesure vraiment l'importance d'être là en capacité d'exploiter toutes les possibilités du numérique, mais en étant aussi vigilant tout de même face aux difficultés qui peuvent être nées de la profusion des outils, face aux risques aussi de concurrence pour les établissements du réseau culturel, ça on en a conscience aussi, ou aussi peut-être en tenant compte du danger de restreindre la diversité de l'offre par une sorte d'homogénéisation, une standardisation un petit peu arbitraire des propositions pédagogiques dans le monde. Ça, il y a quand même des points de vigilance auxquels on est, je crois, collectivement attentifs les uns comme les autres. Le deuxième constat que je voulais évoquer, c'est aussi que la crise sanitaire a bouleversé nos modalités même de collaboration. Et je crois que lorsqu'on s'est emparé un peu massivement et un peu simultanément des outils numériques, on a aussi développé des possibilités nouvelles de collaborer avec des perspectives assez enthousiasmantes à cet égard. Alors l'animation des communautés, je crois qu'aujourd'hui encore plus qu'avant, c'est vraiment l'affaire de dynamique de participation mutuelle. Et on a constaté tout au long de cette période la volonté vraiment de toute la communauté éducative francophone de vraiment faire corps et de faire réseau. Et ça, c'était pas une surprise, mais c'était vraiment une satisfaction. On l'a vraiment senti, je crois, les uns et les autres. Donc voilà, donc on va œuvrer bien sûr à favoriser la mutualisation des expertises et bien sûr l'échange de bonnes pratiques. Ça, c'est extrêmement important quand on parle de faire réseau. Et on doit aussi, là aussi, je crois, accompagner évidemment et guider les acteurs du français dans le monde. C'est vraiment le rôle. Alors, d'une manière générale, on a la conviction que la transformation digitale, numérique, elle doit être accompagnée. Alors, c'est aussi la démarche qualité qui permet de construire des stratégies qui soient cohérentes avec les attentes des publics. Et puis, bien sûr, la formation des équipes aux nouveaux outils et aux nouvelles pratiques. Ça, c'est un élément essentiel. Alors, il y aura la mise à disposition d'interfaces qui facilitent cette mutualisation, ce partage. On peut penser à IFProf, on peut penser aussi à l'outil collaboratif Waller, qu'on a récemment mis en place. Je crois que cette mise à disposition d'interface, elle fait vraiment sens si elle est conçue en complémentarité
complémentarité de ces actions est bien adaptée au contexte actuel. Donc il faut vraiment garder à l'esprit que si la transformation digitale est vraiment massive et généralisée, elle doit par contre se décliner selon des modalités très diverses, très variées, en fonction des structures, des possibilités de connexion localement, et puis bien sûr des usages numériques locaux aussi, ça c'est extrêmement important. Voilà un peu les deux constats que je voulais évoquer par rapport à cette question essentielle, bien sûr, des transformations induites par le recours au numérique. Je partage pleinement tout ce que vient de dire le directeur général de l'Institut français. Tout ça est absolument exact et nous avons eu la même expérience. Nous sommes aujourd'hui, on l'a dit, bien loin des débuts, d'il y a à peine un an. Nous étions tous dans une espèce de succession de solutions improvisées pour pallier l'urgence. Et nous tous, nous avons tenté de tirer les leçons apprises de la digitalisation, comme on dit, de nos actions. D'ailleurs, on a même en interne à FEI, pas seulement avec le département de la langue française, mais avec tout le monde, consacré un séminaire entier à ce sujet. Et je vois, pour ma part, à cette évolution, deux apports décisifs, qui ne sont pas entièrement positifs, mais qui sont quand même largement, globalement positifs. D'abord, l'ère numérique nous libère du hic et nunc, de l'ici et du maintenant. Le progrès incontestable qui est induit par la transformation digitale, c'est au fond l'ouverture de l'espace et du temps. L'espace d'abord. Le numérique, c'est une banalité de le dire, efface les frontières, mais il agrandit aussi la portée de notre bras. On peut aller beaucoup plus loin chercher les publics. Ce qui signifie pour nous, opérateurs, qu'il nous permet justement de toucher des publics que jusqu'alors nous n'atteignions que trop peu. Je pense aux régions les plus éloignées. La force d'un belt numérique régional comme celui que nous venons de vivre à Hong Kong, c'est bien qu'il est en capacité d'intégrer en formation des participants, alors de Mongolie, des Philippines, de la Nouvelle-Zélande, des territoires d'Océanie, des gens que vraiment on avait beaucoup plus de mal à toucher, pour des raisons bien évidentes, en présence. La digitalisation peut donc aussi être synonyme d'inclusion. Après l'espace, le temps, les outils numériques martyrisent le temps d'une certaine manière, mais pour la bonne cause. Ils le déplient, ils le déploient, ils le décuplent. Vous pouvez choisir de vous former en synchronie, en réel, mais aussi en déféré, en décalé, à votre rythme, suivant vos disponibilités, votre vie professionnelle ou personnelle, suivant tout bêtement les fuseaux horaires autour desquels vous orbitez. Et j'emploie ce terme volontairement car il me semble de façon intuitive qu'on vit à petite échelle, et bien moins dangereusement naturellement, ce qu'un Thomas Pesquet expérimente depuis sa station spatiale, la démultiplication des possibles. Le grand acquis, c'est donc d'abord cette liberté nouvelle qui nous est donnée et sa puissance. Avec un bémol cependant, et sur lequel j'insiste une minute. Ce bémol, il est lié à ce que j'appellerais la tentation de l'ubiquité. Je crois qu'on l'a tous touché du doigt à un moment ou à un autre. On peut aujourd'hui tout à fait participer en Teams à une conférence à Kinshasa, tout en répondant à des courriels qui nous viennent du monde entier et en animant un fil de discussion sur Zoom. Je ne dis pas que c'est bien, je dis qu'on peut le faire et j'ai tendance à penser qu'on le fait tous. Cette tendance est de facto devenue la nôtre, d'être partout tout le temps, et elle a ses propres limites. Non seulement elle augmente lourdement ce qu'il est convenu d'appeler la charge mentale, au risque parfois d'une sorte de danger de schizophrénie numérique, si j'ose dire, sans être pour autant gage en elle-même d'efficacité et de sérieux. Les limites de ce commodal cognitif, c'est finalement de risquer d'être trop à la surface des choses, sans prise directe avec elles, au fond, d'être un peu hors sol. Le second apport décisif du numérique, je crois, c'est d'une certaine façon, il horizontalise les échanges. Ce qui m'a le plus frappé dans les expériences numériques nouvelles qui ont été mises en place, par tout le monde, par nous, par l'Institut français, par le CNED, c'est qu'elles plébiscitaient l'auto-formation et la formation de pair à pair. Alors depuis toujours à FEI, enfin depuis plus de 50 ans que le BELC existe en tout cas, on est éloigné de l'idée qu'il y a des vertus propres à la transmission purement verticale. On a toujours privilégié, et je sais que l'Institut français est dans la même pratique, le participatif, le collaboratif. En un mot, l'intelligence collective, l'animation d'un grand réseau. C'est donc pas une nouveauté conceptuelle pour nous. En revanche, je crois que ce que la transformation numérique rend encore davantage possible, parce qu'elle le structure techniquement, parce qu'elle lui donne concrètement un espace,
C'est ce dialogue horizontal qui nous permet d'échanger de façon plus souple et plus agile. On a déjà évoqué l'importance de la mutualisation des pratiques et la nécessité nouvelle de former les acteurs du français à l'animation de réseau, parce qu'on ne naît pas numérique, on devient numérique. Il nous faut dorénavant penser en termes de communauté au pluriel. Et au fond, le paradoxe que je crois assez heureux, c'est que cette révolution numérique, qui participe d'un mouvement de complexification du monde, eh ben, elle remet plus que jamais l'humain au cœur du système. Et si on est désormais tous reliés, alors l'écoute, la responsabilité collective doivent aussi devenir nos vertus cardinales. Et je n'ai pas de doute que pour nos deux établissements, c'est bien le cas. Je vous remercie. Vos propos concordent parfaitement et se complètent. Et à vous attendre, on a l'impression d'un dialogue extrêmement intense entre vos deux institutions. Alors, ce qui m'amène à vous poser ma dernière question. Est-ce que vous avez envisagé de travailler encore plus étroitement dans le champ de la formation continue et de l'accompagnement des acteurs du réseau culturel à l'avenir? Et est-ce que vous auriez des pistes de projets en commun à nous dévoiler, à dévoiler au public du BELC? Monsieur Erol Hock. Oui, alors vous sauriez me dire, parce que c'est vraiment exactement le sujet. En fait, on a même tellement de pistes et de projets communs qu'on a souhaité, d'un accord commun, anticiper sur le renouvellement de la convention stratégique, le partenariat stratégique qui lie nos deux établissements, justement pour mieux redéfinir et accuser nos objectifs. Donc on a vraiment ce sujet. Alors, cette nouvelle convention entre l'Institut français et France Éducation Internationale va être signée à la rentrée par Pierre-François Moyer, et puis par notre nouvelle présidente à l'Institut français qui arrivera début juillet, Madame Eva Nguyen Bin. Donc voilà, ça permettra d'inaugurer ces pistes de collaboration resserrées qui sont vraiment multiples. Alors, comme vous m'avez interrogé en premier, je donne quelques pistes, quelques exemples. En tout cas, de manière générale, on veut poursuivre une collaboration très étroite dans le champ de la formation continue, en présence comme à distance. On a bien évoqué des acteurs du réseau culturel, c'était vraiment essentiel. Et dans le cadre évidemment des formations BELC, dont l'Institut français soutient l'organisation, et au programme desquels on apporte notre concours. Ça, c'est vraiment un élément très important. On a aussi décidé de collaborer au dépend de la démarche qualité dans les établissements du réseau culturel que pilote l'Institut français, et en mettant à la disposition des postes du réseau nos expertises conjointes. Là, je crois que c'est vraiment tout à fait adapté, et favoriser ainsi la mise en place de stratégies pour améliorer l'offre de services, la fréquentation, l'organisation et la performance des instituts français, des alliances françaises. Ça, cette collaboration, elle est, je pense, encore plus essentielle peut-être dans le contexte de transformation actuelle que l'on a évoqué. Et puis dans le domaine plus spécifique du numérique éducatif, bien sûr, on va là aussi, nous œuvrons au déploiement, je dirais, réfléchi de solutions innovantes et à l'amélioration de la qualité de l'enseignement du français et en français, à travers par exemple le laboratoire numérique de l'éducation, LNE, de France Éducation Internationale, ou encore du programme La Fabrique numérique du plurilinguisme, qui est une mesure du plan pour la langue française du président de la République, mesure pilotée par l'Institut français. Tout comme aussi dans le cadre d'initiatives qui sont multipartenariales, je pense par exemple à France Édunum International, qui, voilà, l'idée est de promouvoir des solutions et des acteurs français du numérique éducatif dans le monde. Donc voilà, il y a vraiment des pistes nombreuses. Je vous le dis, on a voulu anticiper comment dire, en renouvelant un peu plus tôt encore que prévu la convention, parce que justement, on avait envie, je crois, nos deux élèves avaient vraiment envie de témoigner de l'importance de collaborer intelligemment. On l'a dit, vu cette situation et l'importance des besoins. Donc voilà, je vous laisse, cher Pierre-François, aussi poursuivre la description de un peu notre terrain commun d'intervention. Mais voilà, ça me paraissait important de l'évoquer, et je crois que c'est vraiment le bon moment. Merci beaucoup, Erol. Permettez-moi tout d'abord, parce que c'est la moindre des choses, de féliciter très chaleureusement votre nouvelle présidente, l'ambassadrice Eva Nguyen Bin, pour ses nouvelles fonctions. Je me réjouis vraiment de sa venue à la tête de votre institution. D'abord parce que moi, je considère qu'il est toujours bon et sain que de grandes maisons comme la vôtre choisissent des femmes pour les présider. Et puis parce que je connais aussi toute la compétence et la grande qualité d'écoute de Madame Nguyen Bin. Je la salue donc très chaleureusement, j'ai hâte de la rencontrer. Et si je puis me permettre de vous faire rougir, je pense que vous, à tous les deux, vous ferez à la tête de l'Institut français une sorte de, je vais encore éviter l'anglicisme, d'équipe de rêve. Alors pour compléter la description que vous avez faite de nos collaborations futures, j'ajouterai à mon tour trois axes. D'abord, on a décidé de poursuivre notre collaboration dans le champ de l'enseignement bi- et plurilingue, que ce soit dans l'appui au réseau Label France Éducation, en lien avec l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, qui assure la gestion du réseau, ou bien dans le cadre de nos outils respectifs.
côté Institut, vous participez activement en tant que membre de notre conseil scientifique à notre site internet Le Fil Plurilingue, qui propose entre autres des ressources assez accessibles pour les enseignants de DNL. Réciproquement, nos équipes se sont engagées à contribuer à IFProf, la plateforme gérée par l'Institut français, dont vous avez parlé, notamment par des publications pour l'enseignement bi et plurilingue et par la participation à des webinaires dédiés. On a également décidé, et je m'en félicite, d'initier des actions communes de communication dans le cadre de la prochaine présidence française de l'Union européenne, premier semestre 2022, en projetant par exemple l'élaboration d'un plaidoyer pour le plurilinguisme au sein des systèmes éducatifs européens. Enfin, troisième exemple qui est très regardé au plus haut lieu de la République, nous souhaitons mettre en place une collaboration spécifique entre nous autour du projet de la Cité de la langue française à Villers-Cotterêts. On pourrait tout à fait envisager, par exemple, dans un avenir proche, ou en tout cas à moyen terme, d'organiser ensemble un BELC à Villers-Cotterêts autour du renforcement des compétences langagières des enseignants. Donc, comme on le sait tous les deux, notre feuille de route elle est longue et dense, et je pense que les personnes qui nous regardent s'en seront tout à fait rendues compte au cours de cet échange. Ce qui est sûr, c'est qu'on est plus que jamais unis dans les réponses pratiques et la conception d'outils utiles à l'exercice des métiers de vous toutes et tous qui nous regardez aujourd'hui. Et c'est donc tout naturellement, aux côtés de l'Institut français, avec son directeur général Errol Hock, que j'inaugure avec un vrai bonheur, le premier BELC numérique été de France Éducation Internationale et que j'ai le plaisir de le déclarer ouvert ce jour. Avec Errol Hock, nous vous souhaitons à toutes et à tous, solidairement, un bel été de formation et de découverte sur nos parcours. Merci beaucoup. Un grand merci à tous et bon BELC été à tous. Merci beaucoup. Merci à vous. Chers collègues, chers amis, pour poursuivre cet échange vraiment riche que nous venons d'avoir avec Errol Hock, le directeur général de l'Institut français, j'ai le plaisir considérable d'accueillir, en quelque sorte en avant-première, puisqu'elle vient tout juste d'être nommée, la nouvelle présidente de l'Institut français, Madame Eva Nguyen Binh. Madame l'ambassadrice, Madame la présidente, vous avez accepté, si j'ose dire, à peine descendu de l'avion qui vous ramenait en France, d'adresser les premiers mots de votre mandat au public du BELC. C'est un geste qui nous honore, un geste fort, un geste qui illustre parfaitement l'importance que revêt pour vous, je crois, la promotion et la diffusion de la langue française et, dans son sens le plus large, de la francophonie. Au nom de France Éducation Internationale et du public qui vous écoute, je tenais à vous en remercier très chaleureusement et personnellement. On est tous évidemment absolument ravis de vous accueillir. C'est avec un très grand plaisir que je vous cède la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général de France Éducation Internationale, cher Pierre-François. Je salue également le Directeur Général délégué de l'Institut français, cher Errol. Et puis surtout, chers enseignants, formateurs, directeurs de centres de langue, chers membres de la grande famille du BELC d'été. En effet, j'ai pris mes fonctions de présidente de l'Institut français hier. Je fais ici ma première intervention publique en tant que présidente de l'Institut français, ambassadrice pour l'action culturelle extérieure de la France. Et j'en suis très heureuse. Je suis très heureuse que cette première intervention soit pour le BELC, un rendez-vous si important pour la communauté éducative francophone à travers le monde et qui prend très certainement encore plus une importance particulière dans le contexte Covid que nous connaissons tous. Un grand merci au directeur général de France Éducation Internationale, Pierre-François Mourier, pour votre aimable invitation à intervenir. C'est vraiment un excellent augure pour la collaboration entre nos deux établissements. Collaboration déjà très intense et que le renouvellement de notre accord de partenariat stratégique cet automne viendra encore renforcer. Durant toute ma carrière de diplomate, j'ai attaché une importance particulière au rayonnement international de la langue française, qui est un véhicule d'échange culturel, de partage des savoirs, de coopération économique. Et je suis très attachée à la qualité de l'enseignement de la langue française. Je suis une francophone convaincue
convaincue de l'importance de ce que vous faites au quotidien pour la francophonie et pour les valeurs que la francophonie porte. Je suis convaincue de l'importance de votre engagement. J'ai été moi-même conseillère de coopération, directrice de l'Institut français du Vietnam à Hanoï, ambassadrice de France au Cambodge, au lieu de la francophonie. Donc j'ai moi-même beaucoup pratiqué la francophonie au quotidien avec les enseignants, avec les directeurs de centres de langue, et je parle ici vraiment en connaissance de cause. À la présidence de l'Institut français, je veillerai à ce que mes équipes appuient, elles le font déjà, mais continuent à appuyer efficacement votre action au service de notre langue, que vous soyez au sein du réseau culturel ou d'établissements d'enseignement locaux. La langue française, et notamment depuis le lancement en mars 2018 du plan ambitieux qu'a souhaité lui consacrer le président de la République, M. Emmanuel Macron, est au cœur des priorités de l'Institut français, qui déploie déjà de nombreux programmes et dispositifs pour accompagner son enseignement et son apprentissage en milieu scolaire ou universitaire et dans les instituts français ou les alliances françaises. Je prends pour exemple des dispositifs de formation et de mise en réseau des enseignants comme IF Prof ou IF Classe, mais aussi des programmes permettant d'offrir aux élèves un environnement culturel d'apprentissage riche et motivant, comme les plateformes Culture Tech, IF Cinéma, les opérations littéraires comme les Pépites internationales. Et puis, il y a aussi des rendez-vous favorisant la construction collective d'une offre de cours de français de qualité avec les webinaires IF Prof, qui réunissent chaque mois des enseignants du monde entier sur les problématiques actuelles de votre métier, de vos métiers. Et puis, il y a bien sûr d'autres initiatives déjà en cours et puis d'autres initiatives que nous prendrons. Au-delà de ces actions, nous participons activement aux côtés de nos partenaires, au premier rang desquels France Éducation Internationale, aux importantes séquences qui, dans les prochains mois, mettront l'éducation et la promotion du français et du plurilinguisme à l'honneur. C'est notamment le congrès mondial de la Fédération internationale des professeurs de français dans les jours qui viennent, que nous soutenons pour permettre la mise en place de conditions optimales d'échange malgré le contexte sanitaire que nous connaissons. Je voudrais bien sûr citer également le sommet de la francophonie en novembre 2021 que nous préparons activement avec notre poste à Tunis à travers l'organisation des États généraux du livre en langue française et la mise en place d'une fabrique numérique du plurilinguisme. La présidence française de l'Union européenne au premier semestre 2022, qui mettra en avant l'importance d'une éducation plurilingue et dans la programmation de laquelle l'IEF prendra toute sa part, est une échéance majeure. Voilà, vous le voyez, nous avons de très beaux défis à relever ensemble. Ce BELC numérique d'été illustre la capacité des acteurs de l'éducation que vous êtes à innover et à s'adapter pour maintenir coûte que coûte un enseignement linguistique efficace malgré la pandémie et à permettre aux apprenants du monde entier de poursuivre leur progression malgré l'immobilisation générale créée par la crise sanitaire. Je voudrais très sincèrement et très chaleureusement vous remercier pour tout ce que vous faites pour la langue française, tout ce que vous faites dans les pays qui sont les vôtres, dans les fonctions qui sont les vôtres. Et je sais que ce n'est pas facile. Donc un grand merci à tous et à toutes. Je vous souhaite en tout cas de très belles semaines de formation avec le BELC. Et je nous souhaite à nous tous de maintenir ensemble la dynamique engagée pour, selon les termes de la campagne de communication que nous avons proposée il y a quelques mois, aller toujours plus loin avec la langue française. Je vous remercie.